Notre-Dame de Paris figure parmi les monuments les plus visités au monde. Mais ce chef-d'œuvre de l'architecture gothique reste un lieu de vie spirituelle, avec ses 5 messes quotidiennes. 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, près de 70 salariés et bénévoles œuvrent dans l'ombre. Ces amoureux de Notre-Dame nous entraînent à la découverte de la cathédrale, comme on ne l'a jamais vue. La porte est ouverte. Alors là, c'est la porte de la sacristie. C'est une porte de service qui nous permet d'entrer dans la cathédrale sans passer par les grandes portes. Tous les matins, Patrick arrive parmi les premiers à Notre-Dame de Paris. Son bureau, c'est la sacristie. On a le trousseau de passe-partout, on va dire. Non, mais c'est vrai qu'il y a énormément de clés, tout est extrêmement sécurisé. Et voilà, ça nous permet de vraiment être sûr que tout est bien là où il faut et que personne ne peut intervenir soi-même avec un pass, etc. Donc à la sacristie, on a des clés que les sacristains utilisent exclusivement. Patrick fait partie des rares privilégiés qui possèdent les clés de Notre-Dame. Il travaille le plus souvent à l'abri des regards, mais c'est sur ses épaules que repose le bon déroulement des offices. La première messe du jour a lieu dans 10 minutes. Patrick doit tout préparer. Et certains rituels n'ont pas grand-chose de spirituel. Le fer est violet, pas fait exprès. Je pense qu'au tout départ, il faut avoir quand même une volonté de vouloir travailler, voilà, de servir, de faire les choses bien. À la cathédrale, en fait, il y a une exigence au niveau du rendu visuel, de la beauté des choses. Mais tout est extrêmement beau. Et donc, voilà, il faut aussi que les vêtements soient beaux. Tout tire un peu vers l'excellence. Le sacristain est un peu le superintendant des messes. Il règle chaque détail pour que tout soit parfait. C'est la chasuble du prêtre. Je la place de telle manière que dès qu'il arrive, c'est facile à enfiler. C'est plus simple pour lui dès qu'il arrive de la mettre, quoi. Patrick est sacristain à Notre-Dame depuis 5 ans. Je change de chaussures parce qu'en fait, pendant la messe, le sacristain a le rôle d'intervenir dans le chœur, d'aller dans le sanctuaire. Donc, comme c'est un endroit sacré, par respect, pour plus de dignité, je préfère mettre des chaussures plus dignes et qui sont différentes de celles que j'utilise pour le quotidien, pour les tâches classiques. Je vous ai préparé les textes de la Feria. Non, les textes du jour. Oui, Les textes du jour, c'est ça. Dernière attribution du sacristain, le respect scrupuleux des horaires. « 8h pile, voilà. L'horloge est là pour nous rappeler l'horaire exact. Donc 8h pile, 9h et midi pour les messes du matin à la cathédrale. Et dans quelques jours, Patrick va devoir gérer une messe très particulière. Au même moment, Laurent, le régisseur général, fait son arrivée. Avant d'entamer ses journées marathon, il s'octroie toujours un petit privilège.
C'est un bonheur tous les matins parce que la porte juste en face de mon bureau, il y a ce volet que j'ouvre en arrivant et qui donne sur cette terrasse absolument exceptionnelle. Et là, on tombe en plein sur la façade sud de la cathédrale, sur cette rose absolument incroyable du coup là que l'on voit de l'extérieur. Et je crois que Notre-Dame, c'est vraiment une personne pour les prêtres qui sont là, qui accueillent tous ces gens du monde entier, pour les salariés de la cathédrale qui travaillent là. Et je crois même précisément pour tous ces gens qui débarquent au pied de la façade, qui se retrouvent sous les voûtes, dans la longueur de la nef de la cathédrale. Je crois que Notre-Dame de Paris est vraiment une personne. Voilà. Alors, petite cerise sur le gâteau, donc c'est ces 3 ruches qui sont là. C'est peu connu. Cette année, on a récolté presque 90 kilos de miel. Il y a un goût différent, le miel de Notre-Dame? Il est unique, il est exceptionnel, évidemment. C'est le miel de Notre-Dame de Paris. Mais les stars de la cathédrale, ce sont les fameuses gargouilles. Vous voyez, il y en a partout, il y en a tout autour de mon bureau. Je suis cerné par les gargouilles. Elles ont des têtes méchantes parce qu'elles sont censées aussi un peu effrayer toutes les forces, tous les démons qui voudraient pénétrer à l'intérieur de la cathédrale. C'est maintenant l'heure d'accueillir les visiteurs. 35 000 chaque jour. C'est un défi pour les employés de conserver la magie de ce lieu, à la fois dédié au culte et envahi de touristes. Point at your flag, Chinese. 10 euros, one ID card. Ruta. Espagnol. Escucha las instrucciones. Gracias. 67 salariés œuvrent au bon fonctionnement de la PME Notre-Dame. Bonjour Anne, salut Delphine. Ça va? Parmi eux, Patrick le sacristain est en charge de la logistique. Ça fait vraiment désordre. Et, voilà, je passe régulièrement dans la cathédrale pour voir que tout est bien nickel de ce côté-là. C'est le grand bénitier où les gens viennent se signer avec de l'eau bénite. Et je regarde si elle est bien propre, s'il n'y a pas trop de poussière, s'il n'y a pas trop de saleté, quoi. Là, ça va, voilà, franchement. Alors, on va allumer le banc de pierre, l'autel, l'ambon, les vêpres, l'animation. Si c'est le petit détail qui a manqué, qui est loupé, qui va être vu, on va plus voir que ça. S'il y a un micro qui n'est pas ouvert. Voilà, un micro qui n'est pas ouvert, une hostie qui manque sur la patène alors qu'on vient de la porter sur l'autel. Être méticuleux, c'est important, quoi. Une vingtaine de marches plus haut, le bureau de Laurent fait office de tour de contrôle de la cathédrale. L'emploi du temps est bien rempli, avec une amplitude certaine. Il y en a aussi pas mal, en fait, je m'en rends peut-être presque plus compte, mais il y en a quand même pas mal les samedis et dimanches aussi. Bon voilà, mais il se passe plein de choses parce que les sujets sont divers. C'est ce qui me fait absolument adorer mon travail actuellement à Notre-Dame de Paris. Et c'est ce qui fait que je ne m'en lasse pas depuis les presque 15 ans où j'occupe ce poste. C'est-à-dire que mes journées sont jonchées de moments comme ça, de moments très importants, parfois presque discrets, mais totalement gratifiants. Aujourd'hui, Laurent a de quoi se réjouir. Un événement exceptionnel se prépare. Messieurs, bonjour. Un cortège d'experts est réuni pour la pesée du bourdon, la cloche la plus célèbre de Notre-Dame. Cela fait plusieurs siècles que les plus grands campanistes du monde se demandent quel peut être le poids d'une telle cloche. Alors en fait, il y a Marie-Hélène Didier qui va arriver, qui est le conservateur général des monuments historiques pour la cathédrale. Et donc, elle représente sur le terrain l'État propriétaire de la cathédrale. Donc c'est un peu le propriétaire qui arrive aujourd'hui. Voilà, donc je viens l'attendre. Elle vient très souvent, donc on se voit beaucoup. Bonjour Marie-Hélène, tu vas bien? Oui, toi? Bienvenue à ce moment historique. Merci. Pour la campanologie française, en tout cas l'histoire des cloches de Notre-Dame. Assister à la pesée des cloches, ça commence forcément par une interminable montée des marches. On monte. C'est 400 hein, pour aller jusqu'au 350. Oh, oui, dans ces eaux-là. C'est beaucoup en tout cas. C'est beaucoup, voilà, c'est beaucoup et on fait des petites pauses pour reprendre sa respiration. Oui.
380 marches exactement. Pour arriver 70 mètres plus haut. On arrive dans un univers qu'on ne voit jamais, accessible, voilà, à très peu de monde. C'est un chantier quand même unique. Le bourdon, le voici. Il s'appelle Emmanuel. Il fut baptisé par le roi Louis XIV en personne et donne un fa dièse inimitable. Cet emblème parisien fascine les amoureux des cloches. On connaît toutes ses mensurations, etc., son profil et tout, et il manquait le poids. Moi, j'estime du côté de 14 tonnes. Ah, pronostic. Ouais, pronostic. Il est plus lourd qu'on ne pense. On verra. Peut-être que je me trompe. J'ai pas de pronostic, mais j'admire l'impatience de nos amis campanologues, parce que je pense que ça va être un grand pas pour eux, un petit pas peut-être dans la grande histoire de la cathédrale, mais un grand pas pour nos amis campanologues. Mais depuis un an, le bourdon ne sonne plus, car la charpente en bois qui le soutient donne d'importants signes de faiblesse. Des ouvriers spécialisés sont à pied d'œuvre pour restaurer la structure. Il a fallu décrocher la cloche et la poser sur des cales, au centimètre près. Surtout, vous touchez pas au cale. Vous reculez, hein, vous ne mettez pas vos mains évidemment. Toute la difficulté pour la peser consiste à soulever la cloche. Une manœuvre périlleuse. Non, puis on est sur des grosses charges, donc on se dit bien que ça fasse 2 tonnes ou 13 tonnes, si on se prend sur les pieds, on n'a plus de pieds. Hein. « 70 mètres plus bas, sur le parvis, les touristes sont à 1000 lieues d'imaginer la scène insolite qui se passe dans le beffroi. Car c'est un autre événement, tout aussi exceptionnel, qui attire la foule à la cathédrale. Allez hop, on se met en place. Messieurs, dames, s'il vous plaît, sur le côté, merci. On the side, please. On the side. Thank you. Aujourd'hui, Notre-Dame célèbre l'arrivée de son nouveau patron. La cathédrale, qui peut accueillir jusqu'à 3000 fidèles, est pleine à craquer. C'est le cardinal André XXIII, archevêque de Paris, qui préside la cérémonie. Le Seigneur soit avec vous. Monseigneur Chauvet, en signe du pouvoir considérable qu'il a dans cette cathédrale, je lui remets symboliquement les clés, non pas pour qu'il veille à fermer les portes, ce dont je ne doute pas, mais pour qu'il veille à les ouvrir. Ah ben je comprends. Le nouveau maître des lieux, c'est Monseigneur Patrick Chauvet, prêtre depuis 36 ans. Effectivement, je serais bien incapable de fermer la cathédrale, ça je tiens à vous le dire. Donc on la laissera ouverte au fond. C'est plus simple. Merci. Pendant ce temps, en haut de la tour sud, le bourdon repose toujours sur ses cales. Mais l'opération se précise. Tu vas doucement parce que comme on n'est pas parfaitement de niveau, ça appuie un peu sur les haches de mon côté là. D'accord. Donc si tu peux lever encore de 5 mm, ce serait bien. Il faut soulever la cloche sans qu'elle ne vacille. Les chaînes peuvent supporter 20 tonnes. Le mouvement relève de la prouesse technique. En fait, si tu veux, ça appuie. Tu lèves encore un poil. Encore quelques millimètres et la pesée aura lieu. La fin d'un suspense qui dure depuis 200 ans.
Alors combien? 13 tonnes 320. 13 tonnes 320. Bravo. Et c'est un scoop. Ah bah, quand on sait, on se trouve beaucoup mieux. On sait, c'est ça la connaissance. Voilà. Mais c'est vrai que ça n'est pas la cloche la plus lourde de Paris, hein, vous le savez. Mais c'est certainement la plus belle de Paris. Ah oui, au point de vue sonorité. On le disait tout à l'heure, une cloche est un instrument de musique. Et c'est vrai que quand on entend le bourdon de Notre-Dame sonner, on le reconnaît tellement il est beau. Je suis heureux parce que c'est une marche de plus dans l'histoire, dans la grande histoire de la cathédrale. Il y a eu 850 ans avant nous, il y aura des siècles, peut-être même sûrement des millénaires après nous, mais voilà, c'est un petit pas historique pour la cathédrale. Oui. Merci le peson, merci la pesée et bravo. Bon courage pour la suite parce qu'a priori c'est pas fini. Ça sera fini très bientôt. Hein. Allez, bon courage. Quelques jours plus tard, 6h30 du matin, sur le parvis. Les portes s'ouvrent pour faciliter l'arrivée d'un colis exceptionnel. Laurent supervise la manœuvre. On est en plein transport d'œuvres d'art, en l'occurrence une très grande œuvre d'art, parce que c'est un des plus grands tableaux de la cathédrale. Et là c'est au-delà du métier, c'est-à-dire que ce que sont en train de faire ces personnes, c'est aussi un art, quoi, voilà. Tout l'art consiste à manipuler la caisse sans abîmer le chef-d'œuvre du XVIIe siècle qui se trouve à l'intérieur. Donc là, on est au calme du matin, je dirais presque à la fraîche. C'est le seul moyen, vous voyez, pour aller déménager tranquillement une caisse monumentale, sans prendre le risque d'aller écraser quelques visiteurs de la cathédrale. Là, c'est maintenant que ça va devenir un peu plus sportif, quand le tableau va sortir de la caisse. Et vous, là, en photo de paille. Il y en a deux qui bloquent du pied. Sur les cartes. Bloquer du pied, Seb. On envoie. Voici le crucifiement de Saint-André, réalisé par Charles Lebrun, premier peintre du roi Louis XIV. Après 3 mois d'absence, la toile revient d'une exposition à Lens. Alors Laurent la scrute dans les moindres détails. Bon, c'est un coffrage qui était... On va regarder, de toute façon je vais le prendre en photo, ça ne vous empêche pas de le rapprocher. Oui, il y a une petite pièce de toile qui a été rajoutée pour boucher le trou. Et c'est vrai que du coup que dans le transport, ça a un tout petit peu bougé. C'est pas dramatique, il n'y a aucune détérioration de la toile. Donc on raccroche le tableau. Allez, on monte, on s'arrête pas là-bas. La partie la plus délicate, c'est l'accrochage à plus de 7 mètres de haut. Attention à l'échelle là-bas. Attention. C'est vrai qu'il y a toujours un moment un peu périlleux quand on voit ces grandes toiles vaciller. C'est pas une mince affaire, mais c'est pas impossible. Si on a réussi à le décrocher, est-ce qu'on arrivera bien à le raccrocher? Allez, vas-y. Redescends. Alors, on va vous soulager en bas. Voilà, le martyr de Saint-André, qui est donc revenu. Le premier à pouvoir admirer le tableau ce matin, c'est Monseigneur Chauvet, qui a un peu de mal à s'adapter à l'agitation permanente de Notre-Dame. Ici, on travaille, oui. Nuit et jour. Heureusement, bon Dieu est là. Il surveille. Mais c'est vrai que c'est important. Hein. Ah oui, pour amener une œuvre comme ça. Vous avez vu le travail que c'est? Il n'y en a plus que ça. Eh bien, oui. Allez. Allez au boulot. Eh bien, plus de temps. Ça y est, donc le tableau est à nouveau en place. Voilà, c'est vrai que c'est toujours un peu fascinant
de voir ces œuvres assez monumentales. Et les gens pourront à nouveau admirer ce très beau tableau de Charles Lebrun dans cette chapelle de la cathédrale. Comme si rien ne s'était jamais passé, à 8 heures, les premiers touristes arrivent. Oui, Laurent, c'est Patrick. Est-ce que tu pourrais passer voir à la sacristie? On a un problème avec une burette qui s'est désolidarisée du socle. Une burette cassée. Ok, merci. À tout à l'heure. Alors Patrick, quel est le drame? Bah oui, écoute. Les drames, il y a burette. plusieurs choses du coup. On a une burette qui s'est désolidarisée de son socle. Ah, carrément. formidable. Mais elle a pris un choc, elle a été cognée ou... Même pas, en fait. Tu vois, elle était dans son encoche comme toujours Ouais. après la messe. Et au moment où on l'a c'est retirée... laquelle? Ah, regarde. Ah oui, oh là. C'est celle-là. Ah oui, elle a vécu là. Bon. Alors l'autre a l'air bien. Écoute, premier élément, c'est pas des pièces d'une immense valeur. Donc vous êtes pardonné. Bon, c'est pas grave. Tu vois, en fait, c'est pas du bronze et le métal est très fin. Oui. Et du coup, c'est l'usure, quoi, parce que c'est des objets qui ont Il a été un au peu comme moins arraché. 150 ans. C'est des objets qui servent ici presque tous les jours, non, celle-là? Oh, bah oui, celle-là au quotidien. Bon, bah voilà. Oui, on est quand même inquiet. Quand on voit ça, on se dit ah. Je sais bien évidemment qu'ils n'ont pas fait exprès d'aller casser un pied de burette. Voilà, mais ça va être réparé très vite, donc aucun souci. Merci Patrick, Oui, à plus merci tard. Laurent. Allez, à plus tard. Ici, chaque objet est un témoin de l'histoire. Mais avec le temps, comme tous les monuments, la vieille dame souffre. On va déjà commencer par un endroit que j'adore. Un homme vient régulièrement au chevet de Notre-Dame. Tu vois le joint qui est là, le joint qui est là, qui descend là. En fait, ça, c'est les anciennes ouvertures. Philippe Villeneuve est architecte en chef. Aujourd'hui, il emmène Quentin, employé à la cathédrale et passionné d'histoire de l'art, dans sa visite d'inspection. On a ces traces d'ouverture qui correspondent aux anciennes dispositions de la cathédrale avant. Ah oui, pareil. Tout à fait personnellement, quand je viens pas à Notre-Dame, elle me manque. J'ai la chance de pouvoir rentrer, sortir comme bon me semble et aller partout. J'en profite à la fois pour mon plaisir personnel, mais aussi parce que c'est mon métier. Philippe entraîne d'abord Quentin dans les hauteurs, sur les traces de Victor Hugo. C'est la bonne. On est à l'endroit où Quasimodo et Esmeralda, d'après le roman de Victor Hugo, ont habité, se sont réfugiés lorsque la foule en bas leur courait après. C'est ici qu'il aurait fait fondre le plomb, qu'il aurait ensuite jeté le plomb par-dessus cette galerie pour tuer les assaillants qui étaient en bas. Mais tout ça, c'est pure légende, évidemment. Donc c'est un petit peu là que je regarde le plus la cathédrale, parce que c'est là où elle est le plus fragile, le plus abîmée. Donc il faut regarder un peu partout. Il y a toujours, il peut y avoir des bouts de cailloux qui traînent, et il peut y avoir des pierres qui s'altèrent un peu plus tout d'un coup, des machins qui s'effritent, on se dit ah, va falloir surveiller ça. Donc, Et est-ce que c'est surtout les pierres de la restauration du 19e qui s'effritent le plus? Très vite, Philippe revient à une expertise plus terre à terre. Quand je te parle, je suis en train de regarder une pierre qui est effrayante. Cet arc-boutant-là, celui-là aussi, tu vois, il est complètement... La pierre, elle est complètement rongée. Et tu t'aperçois que toutes ces pierres-là reposent les unes sur les autres. Donc tagadagadak, ça redescend. Et puis là, tu vois sur quoi elle repose? Sur une pierre complètement bouffée. Si cette pierre-là vient à lâcher, tout l'arc tombe. Juste cette pierre. Pour vous dire, grosso modo, vous en avez un qui est à peu près intact. C'est le fleuron qui est là, vous voyez celui-là. Alors vous imaginez que là, on a perdu ça de pierre, on a perdu ça de pierre, on a reperdu ça de pierre, et puis là, probablement, on a perdu tout le dessus avec probablement encore des feuilles. Il va falloir faire vraiment quelque chose. Ça va devenir urgent.
ça devient urgent. Les premières pierres de la cathédrale furent posées il y a plus de 850 ans. Malgré les restaurations successives, la vieille cathédrale est bien malade. Tout est fissuré de partout. Alors ce petit élément-là, il va tomber, pof. Là, il n'y a personne, mais ça peut tomber sur quelqu'un. Enfin, c'est surveillé tout le temps. Mais elle est constamment sous surveillance, hein, cette cathédrale, faut pas croire. Et j'ai plein d'endroits où j'adore être, c'est-à-dire presque m'asseoir et contempler. Et alors là, ça c'est beau. On entend les cloches un peu loin parce qu'on est abrité dans la charpente, mais on est dans la cathédrale. Ça, c'est une autre manière d'écouter sonner les cloches. Ce soir, les cloches vont sonner pour un concert exceptionnel en présence du roi de Suède. D'un côté, il y a marqué cathédrale Notre-Dame de Paris, et de l'autre, il y a également la façade de la cathédrale. Donc on a deux vues. Ce qu'on a trouvé de mieux, je pense et qui symbolise vraiment Notre-Dame, c'est cet objet qui est tout à fait nouveau, qui vient d'arriver. Ce presse-papier, c'est le cadeau imaginé pour les invités de marque. Pour Monseigneur Chauvet, ce sera la première visite d'État. Alors il convoque son état-major pour régler les derniers détails. Mais au moins tout le monde pourra suivre dans de meilleures conditions le concert. Parfait. C'est vrai que dans mon ministère, il y a plusieurs aspects. Vous avez l'aspect politique et diplomatique, il y a l'aspect, Dieu merci, pastoral, pour accueillir les gens et les faire prier, il y a l'aspect, comment dirais-je, culturel. La cathédrale doit proposer un concert chaque semaine comme une audition d'orgue pour le rayonnement de la culture musicale. Hein. Donc ça, c'est encore une autre dimension. Pour les jeunes chanteurs du chœur de Notre-Dame, cette visite royale est également une grande première. Alors dans les vestiaires, c'est l'effervescence. Ça a l'air cool, c'est génial. Tu sais le roi et la reine de quel pays? De Suède. Tu sais comment ils s'appellent? Non. Ça va être trop bien quoi. Enfin, ça va. Moi, je vais m'éclater. Je vais chanter des beaux trucs devant des grandes personnes, donc moi j'adore ça. Bon, à demain. Ça fait plaisir, oui, on se sent grand, un peu plus majestueux. Mais le plus concentré, c'est peut-être Monseigneur Chauvet. Il révise une dernière fois le protocole. On met tous les atouts pour accueillir Sa Majesté. On commence par dire Majesté. Si elle vous adresse la parole, on recommence Majesté. Troisième fois, Madame. Ah oui, c'est pas rien. Ouais. Voilà. Bon. Tu veux que je te mette ça? Oui, parce que... Non, c'est pas compliqué. Oh là là. Voilà. Je vois combien. Ben oui. Et puis attentif à ton vieux. Bon, tu me trouves bien? Très bien. Allez, je vais aller l'accueillir. Que je prenne mes clés parce qu'après, je serais bien embêté si j'avais pas les clés. Ah, mais il me faut le texte. Dernière mise en voie pour les chœurs. Ce soir, c'est une affluence exceptionnelle à la cathédrale pour ce concert franco-suédois. La télévision suédoise a même fait le déplacement.
Pour l'instant, toujours rien. Mais il devrait arriver d'ici 10 minutes. Je ne sais pas si vous avez observé, mais il y a quelques semaines, le pape était en Suède. Oui, C'est à Lund. oui, tout à fait. À l'heure prévue, le roi Charles XVI Gustave et la reine Sylvia de Suède. Les chanteurs de Notre-Dame assurent l'ouverture du concert. Relayé par le chœur d'enfants d'une prestigieuse école de chant de Stockholm. Une heure plus tard, le concert touche à sa fin avec en point d'orgue la procession en habit blanc traditionnel des jeunes chanteurs suédois. Chaque année, la Saint-Lucie. Chaque année, on va se retrouver ici. Ils sont merveilleusement, Si ça peut merveilleusement encore coordonnés. s'approcher, c'est la musique. C'est toujours ça qui passe ici et qui rapproche les peuples. C'était bien, c'est bien amusé. Ah bah c'était excitant, la musique était très belle. Voilà. C'était plutôt, quand on était sur le côté, c'était assez impressionnant quand on voyait toutes les bougies. Et puis au dernier chant, quand on les entendait de derrière, c'était assez impressionnant aussi. Monseigneur Chauvet, passé expert en protocole, invite le couple royal à signer le grand livre d'or de la cathédrale. Un grand merci. Vous avez vu, hein? On s'est bien sorti. Voilà. Bon, et bien maintenant, on va aller se coucher. C'est long la journée d'un recteur, c'est long. Je trouve. Mais c'est bien. Allez, merci. Ce matin, Laurent a rendez-vous avec 2 experts dans la salle du Trésor, le musée, où sont réunis sous haute protection les objets sacrés hérités des origines de la cathédrale. Une collection inestimable qui va d'ostensoirs sertis de pierres précieuses à la chasuble designée par le grand couturier Castelbajac pour le pape Jean-Paul II. Alors voilà, pour les gants. Après, il a commencé à On va le pivoter, mettre un angle vers l'avant peut-être. Laurent n'a pas encore percé le mystère de ce reliquaire, conçu au XIXe siècle pour accueillir la couronne du Christ. Sa clé a disparu. Personne ne sait donc ce qu'il y a à l'intérieur. Attention à votre dos. C'était pas méchant. Voilà, c'est pas mal. On l'a jamais vu ouvert et on n'a jamais trouvé dans la littérature comment c'était fait à l'intérieur et ce qu'il y avait dedans. Nico, la clé. Comment? C'est toi qui as la clé, il me semble. Oui. Dans l'autre. Oui, oui. Cette équipe de serruriers spécialisés travaille depuis plusieurs semaines pour façonner une clé adéquate. Après des essais infructueux, ils espèrent enfin ouvrir le reliquaire. Pour cette grande première, Marie-Hélène, le conservateur de la cathédrale, est là. Parce qu'il est très rare de trouver des clés trèfles et des clés trèfles de la bonne taille. Alors voilà les 2 clés d'essai. Croisons les doigts. Celle-là, donc, elle rentre
Le bruit est prometteur. La clé tourne dans la serrure. Ça soulève le ressort, mais comme vous pouvez le constater, au bruit et même à la force que j'exerce, on se rend bien compte que nous n'entraînons pas le pelle. La première clé tourne dans le vide. Deuxième clé. Bon, de ce côté-là, ça bute, donc c'est pas le bon côté. Là, vous avez entendu, on a entendu le déclic de la serrure. Donc là, en principe, la serrure doit être ouverte. Reste à savoir comment s'ouvre l'objet. Et la serrure dans la bonne position. Non, elle était fermée à nouveau. Là, ça me paraît. Ça a tapé. On est embuté d'un côté, on devrait pouvoir l'ouvrir. Donc là, comme vous avez pu le constater, je suis arrivé en butée. Donc là, en tirant vers le haut, ça marche. Et ben voilà. Surprise sur ce qu'il y a dedans. Donc je laisse l'honneur à Marie-Hélène de grimper sur l'escabeau. Il y aura peut-être des inscriptions sur la... Waouh! Alors, il y a un coussinet avec des petits rubans de soie et un creux, donc on imagine très bien, puisqu'on a encore le tube qui date de cette époque, que le tube devait être accroché par les petits filets de soie. Et je me demande si dans le creux, on ne mettait pas en fin de compte une autre relique, genre le bois ou le clou. Hein. Je peux vous sortir le petit coussin. Ça n'a pas l'air en très bon état. Donc un peu sale. Bah, il a pris la poussière de 2 siècles, un peu plus. Voilà, mais le velours est en bon état, il est simplement un peu... c'est de la crasse, hein. Si vous voulez voir mon doigt, il est tout noir. Rien qu'en... Voilà, mais c'est de la poussière. C'est un moment historique, puisque plus personne ne savait comment c'était. Pour la connaissance de l'aménagement de l'objet, c'est très important. Mais le grand miracle a été que madame et monsieur aient pu trouver une clé trèfle au bon diamètre. Bah, je trouve que oui, on a eu de la chance. On aurait pu essayer longtemps. On y est allé à petits pas, par petites touches, et on y est parvenu sans abîmer l'objet, parce que c'est aussi toujours le risque. Donc oui, je suis très contente aussi. C'est ainsi que chaque jour, discrètement, l'histoire de la cathédrale continue de s'écrire grâce au travail d'hommes et de femmes passionnés. Il faut le mettre plus. On joue à ni oui ni non. D'accord. Est-ce que tu aimes Jésus-Christ? J'essaye de l'aimer. Patrick a bien failli ne jamais connaître cette vie de famille. Il a passé 2 ans au séminaire pour devenir prêtre, mais la rencontre avec Joséphine a bouleversé sa vie. Et c'est justement 1 an après qu'on se soit rencontrés. En fait, c'est moi qui ai soufflé l'idée à Patrick de devenir sacristain. Il est comme un poisson dans l'eau, hein, à Notre-Dame. Maintenant, il a pris ses marques à la cathédrale. Oui, je crois qu'il est vraiment content, il est vraiment passionné. Même à la maison, Patrick vit au rythme des messes de la cathédrale. Même les jours où il ne travaille pas, même quand il est en vacances, peu importe où on est, 17h45, c'est la minute vêpres. Puis il ne peut pas juste regarder les vêpres, il dit « Oh là là, ça fume trop, là ça fume pas assez, l'encensoir. » Tout de suite. Mais heureusement, les vêpres, c'est juste un quart d'heure tous les jours. Mais de fait, je regarde, et puis comme ça, je lui dis « Oh, mon chéri, tu as bien amené l'encensoir, tu avais le très bon timing. » Voilà. La journée touche à sa fin à la cathédrale. Il est maintenant 18h30 et c'est au son du grand orgue que les fidèles quittent Notre-Dame. Mais la journée n'est pas finie pour tout le monde. Marie-Hélène est toujours à pied d'œuvre pour superviser un chantier peu ordinaire. Moi, je voulais savoir ce qui se passait parce que
Normalement, ça doit être emballé pour être descendu, c'est prévu. Donc moi, ils ne descendent que s'ils sont emballés. Mais en fait, moi je préfère les descendre non emballés pour pouvoir les accrocher. Oui, mais ça ne monte pas dans le camion si elles ne sont pas emballées. Et c'est vrai que pour les descendre, ça aurait été quand même mieux qu'il y ait des protections. Je veux dire, moi, les œuvres d'art... À la cathédrale, ni ascenseur ni monte-charge. C'est donc par un treuil qu'il faut descendre ces fragiles boiseries du XVIIIe siècle. Sur les parties sculptées, je préfère quand même qu'il y ait quelque chose entre les On deux. peut, hein, mais moi je veux bien. Moi, je préférerais quand même. Voilà, c'est toujours un moment un peu inquiétant, on se demande où ça va tirer. Voilà, est-ce que ça va bien tenir? Normalement, ça doit bien tenir, hein, c'est prévu pour, ils ont l'habitude. Mais c'est vrai que voir des œuvres suspendues dans le vide, c'est pas la même chose que de les voir portées par quelqu'un voilà, qui les garde dans la main. Ces sculptures anciennes partent en restauration dans le sud de la France. Chacune pèse plus de 100 kilos. Leur atterrissage est prévu 13 mètres plus bas. Ah, c'est très très impressionnant, toujours. C'est très haut. Vous tirez pas sur la corde pour l'instant, vous touchez à rien. Vous décrochez là. Ce sont quand même de très beaux objets que l'histoire nous a légués, donc on y prend soin. Puis c'est un lieu magique ici. Voilà, donc on s'y attache, on fait tout ce qu'on peut pour que tout fonctionne bien. Voilà, ce sont des œuvres majestueuses à chaque fois. Ouais. Ouais. À Notre-Dame, les saisons sont rythmées par les grands événements du calendrier religieux. Aujourd'hui, c'est l'Assomption, la fête de la Vierge, l'une des célébrations catholiques les plus importantes avec Noël et Pâques. Laurent, pour Raymond. Raymond, tu reçois? Bonjour, écoute. Oui, bonjour. Est-ce que tu peux venir nous aider à déplacer la Vierge, s'il te plaît, au trésor? Bien sûr, j'arrive. Bon, allez, on y va, c'est parti. Mais il faut la soulever et il ne faut pas qu'elle bascule. Attention, attention, attention. Allez, doucement, on la cogne pas. C'est bon, baissez, baissez, baissez. Aurélien, tu diriges. C'est bon. La Vierge est à l'honneur d'une procession fluviale sur la Seine, unique au monde. Bonjour mon père. Et pour l'occasion, c'est un joyau inestimable qui sort de sa vitrine. C'est une pièce très belle qui a été faite par l'orfèvre Boucheron avec les bijoux de cette fameuse donatrice qui, à la fin des années 20, à son décès, a souhaité que soit fabriquée une couronne pour cette statue de la Vierge. Et tous les ans, depuis, pour le 15 août, on met cette couronne sur la tête de la Vierge. Voilà. Alors c'est une très très belle pièce des années 30, avec des diamants, avec des perles, avec des sublimes émaux translucides sur les ailes des anges. Voilà. Elle est quand même très fragile, donc je la suis de sa vitrine jusqu'à la tête de la Vierge. Une fois sur la tête de la Vierge, après tout va bien. Mais entre les deux, je préfère être là. Alors, il faut que ça soit dans le bon sens. Voilà. C'est là où il ne faut pas tomber. Voilà. Bon, tout ça a l'air bien. C'est toujours un peu étrange ce voisinage entre cette Vierge des années 1810 et 1820 et cette couronne 1930 dessus. Mais pourquoi pas, voilà, ça montre que cette piété, elle se poursuit de siècle en siècle. C'est au tour de Céline, la fleuriste officielle de la cathédrale, d'entrer en scène. Pour la Vierge, les orchidées blanches sont une tradition.
Ben, on fait tout ce qu'il faut pour, oui. Oui, c'est un peu long. Mais vous allez voir le résultat. Le résultat est bien. Ça change d'une boutique, c'est une ambiance différente. Venir travailler ici, c'est un peu... le temps s'arrête quand on est là. Oui, je vais l'emmener. Et c'est reparti. En cette grande journée, Patrick le sacristain est sous pression. 50 prêtres du monde entier et plus de 5000 fidèles sont attendus pour la procession sur l'eau. Alors, 50. Ce qui serait le plus terrible, ce serait de manquer d'hostie un jour comme ça, un jour de fête. Donc on essaye quand même de faire au maximum pour qu'il y ait ce qu'il faut. Alors, l'encens. Il va nous en falloir de l'encens. Alors là, je suis en train de préparer l'encens de la Vierge, puisque pour l'Assomption, la fête de l'Assomption, on va brûler beaucoup d'encens, dit de la Vierge Marie. Et c'est un encens en fait qui sent la rose. La rose, voilà. Et c'est très agréable du coup dans la cathédrale de sentir ce parfum pour la Vierge Marie, pour le 14 et le 15 août. Bon, bah, je crois que ça va être bon. La sacristie, c'est un peu le calme avant la tempête. Évidemment, dans 2 heures, il y a tout plein de gens qui vont arriver ici avec différentes questions, beaucoup de sollicitations. Et c'est important que nous, on soit déjà plus ou moins apaisés par rapport à tout ça. Et si nous-mêmes, on est dans le calme, je pense qu'on peut aussi réussir à faire que les autres le soient un peu aussi. Est-ce que vous pouvez vous pousser, s'il vous plaît, parce qu'on va prendre la Vierge. Voilà, on baisse doucement. Tenez bien, ne lâchez pas. On a mis de la super... Non, recule. C'est bon? Ouais. On lève, doucement. Doucement. On pose. Il faut voir qu'on soit bien centré. Allez, on y va calmement. Sans précipitation. On n'écrase personne. Ouais, voilà, c'est bon. Bon, ça me paraît bien tout ça, non? C'était un des moments sensibles, il va y en avoir d'autres, dont le moment où la Vierge montera sur le bateau. C'est vrai que c'est une chose qu'on fait 1 fois par an, c'est un peu périlleux, mais du coup on le fait avec beaucoup de soin, on le fait calmement, et du coup ça se passe en général très bien. Les chevaliers du Saint-Sépulcre se préparent. Laïcs ou religieux, ils appartiennent à cet ordre du XIVe siècle, voué à l'Église. Ce sont eux qui vont porter la statue. Ça bouchonne. Patrick est chargé d'accueillir les prêtres. Bienvenue à la cathédrale, je me souviens de vous. Oui, vous vous souvenez? Oui, chaque année Je suis fidèle. Vous allez pouvoir enfiler les aubes et tout ça. From which country are you coming? I'm from Eritrea. Eritrea, ok. Thank you. Welcome to the cathedral. Mais l'évêque béninois qui doit présider la cérémonie manque à l'appel. Ça va? Ouais. Il est là? Non, toujours pas. Ouais. Les fidèles attendent tous, enfin tout le monde est calé sur 17h45, donc ça serait bien qu'on puisse commencer au bon moment. Ça peut être assez sport. Soulagement, l'évêque vient d'arriver. Voilà, Stéphane va s'en occuper personnellement. 10 minutes à peine avant le début de la célébration. Oh là, magnifique. On the side, please. On the side, please. Merci, on se pousse un tout petit peu on the side, please. Thank you. Merci. Et d'un seul coup, tout s'accélère. Voilà, je crois que c'est bon. Si on peut partir à 44, ce serait bien. À 44 piles? Ouais, parce que du coup, on gagnerait un petit peu de temps. D'accord. Donc là, on devrait partir dans 1 minute à 17h44, très précis, me dit Aurélien, le régisseur. Je vais pouvoir partir plus tôt à temps. D'accord.
La messe de l'Assomption peut enfin commencer. Après une heure de célébration, c'est le début de la procession. Direction, les péniches. La Vierge couronnée poursuit son périple saluée par les passants. Eh ben, avancez, avancez. Avancez devant, là-bas. Mettez-vous au niveau des chaises, c'est bon? Parfait, formidable. Pardon. La pression retombe pour Laurent. La Vierge est arrivée saine et sauve, la couronne sur la tête, les fleurs sont en place. Là, elle va naviguer tranquillement sur la Seine, ce qui est quand même assez exceptionnel. Je ne pense pas que les donateurs ou les concepteurs de cette statue aient un jour imaginé qu'elle puisse monter sur un bateau comme ça sur la Seine. Bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Patrick fait partie des privilégiés qui ont embarqué sur le bateau de tête. On sent vraiment une atmosphère de prière, on sent que les gens sont vraiment dedans, dans ce mystère de l'Assomption avec la Vierge Marie. Et donc c'est vraiment très reposant. J'en profite. Ça va être cool. Ah oui. Le sacristain a même pris soin d'emporter avec lui quelques munitions d'encens, au cas où. Vous êtes encore l'homme de la situation. Voilà. L'homme de l'encens, on va dire. Sur les ponts, sur les quais, les gens qui sont là assis et qui pique-niquent se lèvent au passage de la Vierge, alors d'ailleurs qu'ils soient croyants ou pas, mais c'est tout simplement en signe peut-être de respect pour ceux qui passent devant eux, qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas. Voilà, c'est beau finalement, c'est un peu le principe de la France, cette démocratie et de la laïcité qui tolère toutes les religions. Demain, c'est un nouveau jour qui commence à Notre-Dame de Paris.